Bon, on est samedi. Et hier, nous ne sommes pas allés à la fête du Canada. Parce que mon mari était à moitié en PLS avec ses allergies. Mais aussi parce que le temps était incertain, il prévoyait de la pluie et des orages. Et qu'en plus, on s'est rendu compte qu'il fallait acheter des tickets pour voir les représentations. Et il y avait déjà plus de tickets. C'était plein, il en restait très peu pour samedi et un peu pour dimanche. Donc on a pris les tickets pour dimanche. Donc de même, j'espère qu'on va pouvoir y aller. J'espère que je pourrai vous montrer ça du coup dans ce vlog. Et jeudi, j'ai dit quelque chose de faux. J'ai menti. Parce que j'ai dit que je ne recevrai certainement plus rien de tout le week-end. Faux. J'ai reçu ça aujourd'hui. Un colis de la part d'Amazon que je me suis commandé. Et j'ai reçu ce colis hier de la part d'HarperCollins, je crois. Mais donc transporteur privé, UPS, je crois. Donc c'était pas la poste. Et j'ai quand même reçu des trucs tous les jours depuis que je vous l'ai dit. Voilà, hier le gros colis et aujourd'hui ça. Et donc du coup, je l'ai dans les mains, je vais commencer par ça. Alors, c'est un livre, oui. Mais c'est un livre particulier. Puisque ce n'est pas un roman. Je suis trop contente. Vous êtes en train de vous dire c'est quoi son truc, pourquoi elle est contente. C'est le livre de Guillaume Moubèche, qui est un entrepreneur start-upper français. Je suis désolée si vous entendez des booms. 1er juillet et les jours qui suivent, c'est jour d'aménagement au Canada. Tout le monde déménage plus ou moins le 1er juillet. Et là, ils faisaient pas de bruit et ils ont décidé de monter les meubles maintenant. J'en peux plus. Bon, donc un entrepreneur start-upper français dont je suis absolument fan. Voilà, la plupart des gens sont fans de chanteurs, chanteuses, auteurs, autrices, quoi d'autre, acteurs, actrices. Ben moi je suis fan d'un entrepreneur qui est Guillaume Moubèche, donc vous voyez la moitié de la tête. Désolée pour les bruits. Pourquoi je suis fan de ce mec? Parce que on a une vision assez proche de l'entrepreneuriat, un parcours aussi avec des points communs, et comme on fait des choses sensiblement pareilles, c'est un bien grand mot, non pas sensiblement pareil, mais dans la même veine, et dans la même énergie et dans les mêmes buts. Je suis fan de ce mec. J'ai déjà écouté des interviews de 3 heures d'affilée de lui, voilà, qui parle de son parcours. Mais là, j'étais très contente parce qu'il a auto-édité ce livre. Et alors il est en anglais. Guillaume Moubèche est français, mais il crée tout son contenu, que ce soit ses vidéos ou ses podcasts ou du coup son livre en anglais. Heureusement pour moi, je suis bilingue. Merci, parce que j'aurais été dégoûtée parce qu'il ne l'a pas traduit, hein. Il l'a juste publié en anglais là. Peut-être qu'il le traduira, mais encore j'ai un doute. Donc ça s'appelle Le secret à 150 millions de dollars. Et ça dit transformer 1000 dollars en une entreprise de 150 millions de dollars en 3 ans et demi. Et alors, ça peut paraître énorme, mais c'est... ça peut paraître énorme, mais dans le monde des startups, c'est pas un exploit. À la différence que c'est pas un exploit habituellement, parce que ce mec, il est exactement dans la même vision que moi j'ai de l'entrepreneuriat et de ce que je veux pour moi. C'est-à-dire que je ne veux pas une entreprise avec des investisseurs au board. C'est-à-dire, que je ne veux pas, donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, je ne veux pas que des investisseurs me donnent de l'argent pour développer mon entreprise et en échange, ils ont une part de ma boîte. Et leur but, c'est que quand la boîte grossit, eh bien eux, leur part augmente et plus tard, ils peuvent la revendre pour plus cher que ce qu'ils ont investi. C'est des investissements évidemment très risqués puisque l'entreprise peut à tout moment se péter la binette et eux, ils perdent tout. Mais c'est aussi des investissements qui, si l'entreprise fonctionne, peuvent être très lucratifs puisque vous voyez qu'en 3 ans et demi, une entreprise peut être valorisée, surtout dans le monde des startups et des logiciels comme c'est le cas avec Guillaume,
150 millions de dollars. C'est-à-dire que Guillaume, si aujourd'hui il vend son entreprise qu'il a fondée il y a 3 ans et demi, eh bien il empoche 150 millions de dollars. En vrai, non, parce qu'ils sont 3 fondateurs. Et c'est en partie ce qu'ils ont fait d'ailleurs, parce que pour se sécuriser, ils ont vendu il y a quelques mois, ils ont vendu 20% de leur entreprise à d'autres, voilà, à des acquéreurs qui ont investi chez eux du coup, et ils l'ont vendu pour du coup 30 millions de dollars, puisqu'ils ont vendu 20%, donc 10% de 150 millions de dollars, ça fait 15 millions de dollars. Eux, ils l'ont vendu pour 20%, enfin ils ont vendu 20%, donc le double, donc ils ont eu 30 millions de dollars, et comme ils sont 3 cofondateurs, ils se sont partagés ça, et ils ont chacun embauché 10 millions de dollars, donc Guillaume est désormais riche de 10 millions de dollars et on est très content pour lui. C'est le genre d'histoire moi que j'adore. J'aime trop les success stories comme ça. Et pourquoi, outre le fait que j'adore les success stories, j'adore voir les gens réussir, j'adore comprendre comment ils ont fait, j'adore savoir dans quel état d'esprit ils étaient pour faire pareil, voilà, c'est un truc que j'aime trop. Les gens comme lui qui transmettent ça et qui se transmettent leurs connaissances, leur expérience via notamment des chaînes YouTube, je trouve ça génial. Je suis accro à ce genre de contenu, j'écoute des podcasts d'entrepreneurs très souvent, et même pour m'endormir. Voilà, et alors j'ai acheté ce livre même si j'ai écouté du coup à peu près toutes les interviews qu'il a sorties, parce que oui, il nous parle de son parcours. Et là, j'espère que dans ce livre, on va avoir, du coup je n'ai même pas lu le résumé, dès que j'ai vu qu'il sortait un livre, je l'ai acheté direct. J'espère qu'on va avoir un peu les tips et les hacks à l'intérieur de l'entreprise, pas juste son parcours à lui en tant que fondateur, mais aussi qu'est-ce qui a mené l'entreprise à réussir à passer d'un solde de 1000 dollars grosso modo à la création de l'entreprise à 3 ans et demi plus tard 150 millions de dollars. Et donc je sais pas si c'était clair du coup ce que j'ai dit, mais moi ce que j'aime vraiment dans cette histoire, c'est qu'il a fait ça sans investisseurs. Alors parce que souvent vous allez entendre, en tout cas pour ceux qui connaissent le milieu des startups et de l'entrepreneuriat et des logiciels, et pas que des logiciels, mais les logiciels, c'est ceux qui ont les plus gros multiples généralement. Multiples, c'est-à-dire que c'est ceux qui sont valorisés le plus. Je pourrais vous réexpliquer ça si ça vous intéresse, mais ce qui m'intéresse fortement avec lui, c'est qu'il n'a levé aucun fonds pour faire passer de sa société. En gros, il y allait à... c'est ce qu'on appelle des sociétés bootstrappées, donc ça, en anglais c'est faire avec des bouts de ficelle. C'est je ne lève pas d'argent, personne ne me donne d'argent, je n'ai pas les moyens publicitaires, des canaux d'acquisition énormes, mais j'arrive avec mes petites mains à trouver des astuces et faire connaître ma boîte, et en 3 ans et demi, avoir une entreprise qui est valorisée 150 millions de dollars, ce qui est gigantesque quand on n'a pas levé d'argent. Parce que souvent vous entendez des entrepreneurs dire oui, voilà, la boîte à 3 ans fait 10 millions de chiffre d'affaires par an, etc. Oui, mais tu as levé 40 millions pour faire ça. Donc tu as une dette de 40 millions envers des investisseurs, et plus, parce que les investisseurs, ils te mettent 40 millions, mais ils veulent récupérer sur un multiple. Donc admettons que les investisseurs, ils mettent 40 millions aujourd'hui, qui sont bien patients, qui veulent attendre, ils sont d'accord pour attendre 10 ans, mais peut-être que dans 10 ans, ils veulent faire un x5 ou un x10. Donc s'ils veulent faire un x10, tes 40 millions, en fait, tes investisseurs, ils attendent 400 millions à la fin de tes 10 ans. Et donc toi, tu t'es endetté de 40 millions, donc tu as eu 40 millions qui te permettent d'investir en publicité et de dépenser sans être rentable, mais pour faire grossir ta boîte. Arriver à un stade où en fait tu vas atteindre un certain seuil qui va faire que ta boîte va continuer à grossir, et que là il va falloir que tu rendes ta dette de 40 millions qui s'est transformée potentiellement en 400 millions, ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend, et il faut que tu le rendes. Et donc c'est pas que c'est facile de faire énormément d'argent énormément de chiffre d'affaires quand tu lèves de l'argent, mais c'est quand même bien plus facile. Si tu as 10 millions à mettre en budget publicitaire et que tu peux embaucher des gens alors que ta boîte elle fait 0 de chiffre d'affaires, bon voilà, faire 10 millions de chiffre d'affaires c'est très bien, mais en fait tu as tellement de dettes que voilà, c'est encore une autre vision d'entrepreneuriat. Moi c'est pas ce que j'aime, en tout cas c'est pas ce que je veux pour moi, et puis parce que moi je veux pas faire la plus grosse boîte du monde, et voilà, moi mon but c'est un peu comme Guillaume je pense, c'est que je fais une boîte qui veut être au service de ma vie et pas ma vie au service d'une boîte. Donc moi avoir la plus grosse boîte à gérer du monde, avoir un non merci, c'est pas pour moi, c'est pas ce à quoi j'aspire. Et donc je suis très contente d'avoir ce livre. J'ai vraiment hâte de le lire, parce que ce que vous devez comprendre, c'est que autant pour Muse par exemple, ce livre s'y appliquera pas. Muse fera jamais 150 millions, sera jamais valorisé 150 millions, c'est une petite marque de vêtements pour les lectrices, évidemment que ça ne fera jamais ça. Mais ce livre du coup il m'intéresse beaucoup pour ma nouvelle entreprise dont je vous ai déjà
parlé dans les vlogs précédents, que je vous ai montré dans mon vlog numéro 2, qui s'appelle Une journée dans ma vie d'entrepreneur, une journée littéraire dans ma vie d'entrepreneur. Et vous avez vu que c'était une application qu'on va comparer au genre de boîte qu'a Guillaume, qui est une boîte de logiciel. Lui, c'est une boîte de prospection, d'emailing à froid. Grosso modo, il a bâti un logiciel, enfin avec ses associés, un logiciel qui vous permet d'entrer des adresses mail, de créer des séquences email automatisées ou semi-automatisées que vous allez envoyer à des gens pour faire de la prospection. Donc il y a beaucoup de commerciaux par exemple qui utilisent son logiciel. Et donc nous, bien que l'application que je suis en train de construire avec mes développeurs avec qui j'ai un rendez-vous normalement mercredi, on a une visio, j'espère que je pourrai vous filmer des bribes de conversation, mais je suis très contente parce que je vais voir où en est l'application. Donc nous, ça n'a rien à voir, mais ça reste comparable à du logiciel, c'est-à-dire que ça va être une application où des entreprises vont pouvoir payer un abonnement pour avoir accès aux services que va leur rendre l'application. Je vous en parlerai quand elle sera sortie plus en détail, mais voilà, c'est un peu la même chose que Guillaume a sur ce sens-là, c'est-à-dire que des boîtes, moi par exemple, vais payer un abonnement à son logiciel pour être capable d'envoyer des séquences automatisées. Et ben, typiquement, je vais reprendre une souscription payante à son logiciel, enfin au logiciel de Guillaume donc, qui s'appelle Lemlist, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que quand mon application va sortir, je vais devoir démarcher des marques petites et grosses pour leur faire connaître l'application, et notamment ce que va me permettre le logiciel, entre autres, c'est de relancer automatiquement si je n'ai pas reçu de réponse. Sinon, ben, tous les 3 jours, ou tous les jours, il faut que j'aille voir manuellement tous les mails que j'ai envoyés il y a 3 jours. Lui, j'ai pas de réponse, je relance. Lui, j'ai pas... C'est l'enfer. Donc, c'est une des choses que permet de faire son logiciel. Donc, voilà. Je suis très contente d'avoir reçu ça. Et ça va aller sur ma table de chevet. Voilà. Il y en a qui se diront que je suis un peu folle d'avoir ce genre de truc sur ma table de chevet, mais moi c'est mon kiff, donc voilà. Et on va ouvrir maintenant ce paquet de HarperCollins, je crois. Alors dedans il y a 2 enveloppes, une HarperCollins France, une posée là, et 2 là. Alors, j'espère qu'ils m'ont pas mis les livres en double, parce qu'une fois, j'ai une maison d'édition qui m'a mis les livres en double, je suppose, du coup, bah, enfin, c'est pas je suppose, c'est sans faire exprès, et donc c'est dommage, quoi. Donc là, il y en a 4. Oh, j'ai peur qu'il y ait eu la même erreur. Quand j'ai vu 2 enveloppes, je me suis dit, ah, j'espère que je les ai pas reçues en double. Parce que des fois, c'est pas les personnes à qui je parle, parce que c'est des livres de concours, c'est pas les personnes à qui je parle qui envoient les colis. Ils sont envoyés ultérieurement, enfin par d'autres personnes. Oh, ça n'a pas l'air d'être les mêmes, non? Je vais tous les sortir. Et du coup, des fois, les personnes à qui je parle, c'est clair qu'il faut m'en envoyer juste moi une pile pour que je puisse vous les présenter. Mais que la pile de la gagnante, c'est eux qui la gardent en fait. C'est directement les maisons d'édition qui vous l'envoient. Parce que moi, je ne vais pas renvoyer depuis le Canada. Je vous avais déjà expliqué. Déjà, vous auriez des frais de douane en les recevant. Puis, ça prend 2 mois. Puis, il n'y a pas de suivi. Puis, les frais d'envoi ici, c'est une catastrophe. Donc, voilà. C'est quoi tout ça? Ah, il y a beaucoup de choses. Hein. Et c'est pas des doubles. Pourquoi je sais pas pourquoi je me suis entendue. Ok. Combien de livres on avait dit? Non, parce que là... Attendez. Je regarde juste s'il y a des doubles. Est-ce qu'elle m'avait dit qu'elle m'envoyait tout ça? Mais non. Je crois que je suis pas au courant de la moitié. Il y en a que je reconnais, des couvertures. Et il y en a d'autres, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est toujours génial. Bon, lui, il a pris cher, le pauvre. Non, il a abîmé. Ah, ça suffit. Elle la boit au... Bon, eh bien, c'est aucun double. C'est que une grosse pile. Alors, je demanderai si vous allez devoir gagner tout ça. Et si oui, ce serait génial. Je vais demander. Sinon, j'ai mes notes là-bas. Mais là, combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, c'est sûr que j'ai jamais marqué 10. Je m'en serais rappelé si une maison d'édition m'avait dit, on vous en envoie 10. Bon, et bien, on va faire avec ça. Je vais tous vous les présenter. Puisque, a priori, il y a des chances que... peut-être que ce sera tout à gagner pour vous, ou alors c'est que dedans il y a des services presse qui sont glissés pour que je vous en parle et qui ne sont pas pour le concours, je ne sais pas. Donc vous verrez quand le concours avec HarperCollins sera lancé, ce sera la surprise. Je ne sais pas non plus quel t-shirt on avait dit,
Ça sera la double surprise. Voilà, donc surveillez nos réseaux sociaux parce que là, il faudrait que je vous montre mon calendrier, mais grosso modo, le mois de juillet est bouclé ou quasiment bouclé sur les concours. On a un concours tous les 2-3 jours pendant tout le mois de juillet. Et à chaque fois, c'est des concours avec des piles à lire. C'est pas juste un livre ou juste un t-shirt. À chaque fois, tous les concours que je vous parle, c'est que des livres et un t-shirt. Ça va de 2 à 8 livres. 2 à 6 livres. Je crois qu'on en a enlevé 2 à 6 livres à chaque fois. Bon, et là, il y en a 10. Alors, s'il faut, il y a 10 livres sur celui-là, je sais pas. Alors, du coup, on va regarder ça. Le premier, c'est James Delargy. Victime 55, 2 suspects, 2 versions, un serial killer. Ah oui, j'ai lu le résumé de ça. Alors ça, je pense que c'était dans la sélection, je pense, que je devais vous présenter. Je vais poser tous les livres, parce que si tout tombe, je vais pas être contente. Et je vais boire un coup. Désolée. Alors, Victime 55, 2 suspects de version, un serial killer. Oui, je crois que c'est ça. Ouais. Alors ça, je trouvais ça génial comme pitch. Dans une petite ville australienne, un jour de canicule, un officier de police habitué à régler des querelles de voisinage sans gravité voit débarquer au poste un homme couvert de sang. Bon, jusque-là, normal pour un thriller. Enfin, oui, ou un polar. Drogué, puis séquestré dans une cabane en pleine forêt, Gabriel vient d'échapper à un serial killer. Son bourreau, Heath, aurait déjà fait 54 victimes. Bon, déjà ça craint. Mais alors là, c'est là qu'il y a le twist que moi j'ai trouvé cool. Quelques heures plus tard, le dit Heath, ça s'écrit H-E-A-T-H, donc Heath, se présente au commissariat. Il n'est pas venu se rendre, mais demander la protection de la police. Retenu prisonnier dans les bois, il aurait échappé de justesse à un fou furieux, un certain Gabriel, donc l'autre qui s'est échappé juste avant. 2 témoignages identiques de suspects potentiels. Qui de Heath ou de Gabriel dit la vérité et qui sera la victime 55? Ah oui, d'accord, victime 55. Alors ça, j'ai trouvé ça fort de café, mesdames. Encore une fois, moi je suis très bon public, très crédule, très novice, parce que comme je ne lis pas, peu, c'est même pas peu, je ne lis pas, j'en ai eu qu'un seul de ma vie, thriller. Et ben du coup, moi les scénarios de ce type, peut-être que vous les trouvez... Enfin, vous vous dites, oh, j'ai déjà vu un livre comme ça. Et moi, non. Et alors, du coup, je trouve ça rigolo. Bon, alors, en tout cas, ça va être ça. Ensuite, on a Meurtre et moustache, Mero et Marlowe, les chats mènent l'enquête. Alors là, je râle parce que j'ai oublié. Mais du coup, ça, c'est une sorte de polar un peu cosy mystérie, quoi. Polar un peu sympa, c'est les chats qui enquêtent, c'est bon. Alors, petite station balnéaire dans le Maine, voisin d'ici donc, je vous disais, l'océan, les gens qui allaient dans le Maine, je vous l'ai dit je crois dans le début de ce vlog, à moins que ce soit dans un autre vlog. Non, c'était dans celui-là, c'était quand je vous présentais les livres de Flammarion. Oyster Cove célèbre son 250e anniversaire. Attends. Dans une station balnéaire du Maine, il y a un gars qui s'appelle Oyster Cove. Oh non, Cove. Cove, c'est comme une grotte. Célèbre son 250e anniversaire. Est-ce que c'est un mec qui a 200... Non, c'est pas possible. C'est une cove, c'est genre une grotte, là, une taverne, non? Pour Josie Waters, propriétaire d'une maison d'hôtes éponyme, cela veut dire qu'elle a du pain sur la planche. Elle accueille pour ce week-end spécial la famille Byteford qui possède une entreprise prospère de sculpture sur fromage. Et plus important, leur ancêtre a été en son temps une figure remarquable de la ville. Tout se déroule à merveille jusqu'à ce qu'un squelette, caché dans un mur, s'invite à la fête. Il s'agit de celui du fameux parent qui aurait, selon la légende familiale, enterré un trésor. Qui croirait des balivernes pareilles? Certainement pas Josie. Mais quand le corps de Bob Byteford, le fils rebelle, est retrouvé dans le jardin, la donne change. Mero et Marlowe, oui, Marlowe, je pense qu'il s'appelle, les 2 chats de la guest house, de vrais détectives sur pattes, se demandent si cette famille d'Hurluberlu ne cacherait pas un cadavre dans le placard. Ça a l'air trop cool. Ça me fait penser à Demain les chats, un truc comme ça que ça s'appelait.
de Bernard Weber. Je l'avais lu, je suis quasiment arrivée à la fin. Je le lisais quand j'étais chez ma mère avant de quitter la France. On avait rendu les clés de la maison. On a passé quelques semaines chez ma maman. Et elle avait ce livre qu'on lui a offert, que sa belle-mère lui a offert, dans l'étagère. Puis je l'avais pris, puis je suis jamais arrivée au bout. Après, je suis partie au Canada et je lui ai laissé le livre, évidemment. Et donc, mais ça me fait penser à ça parce que c'était des chats. On voyait le point de vue à travers les yeux des chats, de ce qui se passait. C'était un truc de fin du monde, là, d'ailleurs, non? Il y avait une épidémie aussi. Eh bien, décidément, moi, avec mes épidémies, je crois que c'était ça. Bon, en tout cas. Ensuite, on a Ni vu ni connu de Jeffrey Archer, qui est donc un policier. Il y a marqué, bah, pas Jeffrey Archer, c'est pas lui le flic. C'est un livre policier. Ni vu ni connu. The New York Times nous dit un conteur de la trempe d'Alexandre Dumas. Je sais pas si on dit Dumas ou Dumas. Dumas. Que d'interrogations. Bon, vous me direz. William Marwick vient d'être promu au sein de la brigade des stupéfiants. Première grosse affaire à objectif prioritaire, appréhender Hassem Rachidi, le fameux baron de la drogue londonienne, surnommé la Vipère. Alors que l'enquête progresse, William doit aussi faire face à des adversaires redoutables, tout droit venus du passé. Son ennemi juré, Miles Faulkner, est toujours libre, mais une erreur de sa part pourrait bien l'envoyer derrière les barreaux. Au même moment, William et sa fiancée Beth, bah, elle n'est pas Beth là, mais ça s'écrit B-E-T-H, c'est Beth, comme Betty, Elisabeth, Beth. Vous avez compris, elle n'est pas con la fille. S'occupe des préparatifs de leur mariage. Ah, quoique, je sais pas. S'occupe des préparatifs de leur mariage sans se douter qu'une mauvaise surprise les attend au pied de l'autel. Pour traduire en justice Faulkner et la Vipère, Warwick devra ruser en élaborant un stratagème qu'aucun des deux hommes ne pourra prévoir. Un piège caché aux yeux de tous, ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Bien, bien, bien. Ça va parler de drugs. Eh ben, ils vont avoir des problèmes. J'ai tout fait tomber. Alors, ensuite on a la dislocation. Au début, j'avais pas compris cette couverture. Je l'avais vue sur le site. Je voyais pas le dessin. Vous le voyez? Je me disais, c'est quoi le dessin? Et ensuite, je l'ai vu à force de le regarder. Ça va bien sûr avec le titre, la dislocation. Qui l'a vu du premier coup? Moi, je comprenais pas. J'étais là, c'est quoi? On est samedi. Pardon, je viens d'avoir une illumination. Ce soir, il y a Fort Boyard. Premier épisode. Je suis vraiment une gamine. Mais là, Koh-Lanta est fini depuis quoi? 2 semaines? J'en peux plus. Alors, voilà. Bref, parenthèse fermée. Ce soir, il y a Fort Boyard. Je suis bien contente. Alors, un tremblement de terre qui parvient à faire bouger les lignes de la littérature et de l'imaginaire. De l'imaginaire? Attends, ça m'intéresse. Une jeune femme sort de l'hôpital, dépossédée de son identité et de son passé. Temporairement amnésique, elle veut repeupler sa mémoire et pour ce faire doit enquêter. Un vieil homme va l'y aider sans rien lui souffler. Camille, dit K, ami et gardien d'un passé interdit. Le souvenir d'un désert... D'un passé interdit. Gardien... Ah oui, parce qu'elle ne se rappelle pas. Le souvenir d'un désert entouré de vitres. Une fonction exercée au ministère de l'Agriculture. Une Bible ouverte au chapitre du déluge. My God, ils vont faire tomber l'immeuble. Ils m'ont perdu. Forme un faisceau d'indices de sa vie d'avant. Sa rencontre avec Wajdi, envoûtant et révolté, marquera son cœur et son esprit. Cela avant de gagner la Bretagne et peut-être de parvenir à combler les énigmes de son histoire, prise au piège de l'oubli. La trajectoire d'une femme cousue à celle de la planète, c'est le pari de ce premier roman écoféministe, où la tragédie contemporaine côtoie l'espoir le plus fou, hypnotique, drôlatique, libre et profondément humain. Eh bien, dès que ça parle d'écologie, c'est d'actualité, parce que je vois en ce moment, tous les jours, là, des nouvelles pas folichonnes. Mon mari m'a dit ce matin, d'habitude, je regarde Hugo Décrypte, mais là, hier, j'ai pas regardé. Et il m'a dit quoi, les États-Unis qui veulent, je sais pas quoi, ils passent des lois. Mais en ce moment, ils sont devenus fous, les États-Unis, il y a un truc. Ils passent des lois maintenant pour pouvoir réouvrir des centrales à charbon ultra polluantes. Et en fait, ils font ce qu'ils veulent en ce moment, je comprends pas. Les scandaleuses lois là qu'ils ont sorties de la Cour suprême là, sur l'avortement. Maintenant, ils commencent à faire des trucs, à mettre des projets de loi pour interdire l'homosexualité. Mais ils ont pété un câble, ils sont devenus tarés.
Je suis bien contente d'être au Canada. Je vous le dis, j'en parlais avec mon mari, on disait mais heureusement qu'on est au Canada et pas aux États-Unis parce que ici c'est l'Amérique raisonnable un petit peu, le Canada. Alors qu'en dessous là, sur la carte, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous devenus tarés. Les Amerlocs sont fous. Ils sont fous. Bon, j'espère qu'ils vont se calmer. Mais bon, paraît-il d'ailleurs que j'ai lu que c'était notamment à cause de Trump, ce qui était en train d'arriver, parce que même s'il n'était plus président, bon là je vous sors des infos que j'ai grappillées, hein, c'est pas à prendre avec des pincettes, mais il est plus président, je passe du coq à l'âne, il est plus président, mais pendant qu'il était président, il a réussi à faire passer des gens au l'équivalent du Sénat, là, ou je sais pas quoi, qui sont des conservateurs. Et c'est ces gars-là qui sont en train de faire passer de toutes ces lois-là. Bref, c'est à confirmer, mais j'ouvre le débat s'il n'était pas assez ouvert, parce que honnêtement, ça fait flipper. Je vous le dis, je vous le dis. Bon, bref, on va passer sur les choses plus réjouissantes. Les anti-sèches du bonheur. Voilà ce qu'il nous faut. On va dire envoyer à Trump. Tiens, on va lui montrer ce que c'est un peu le bonheur. La méthode simple et follement efficace pour vivre plus heureux. Il doit lui manquer ça, le pauvre garçon. C'est tout, c'est tout. Il lui manque ça. Ils sont fous, ils sont fous, ils sont fous. C'est beau et un petit soleil. Alors, c'est Jonathan Lehman. Alors, qu'est-ce que c'est? Développement personnel. Je médite. Je privilégie la joie au plaisir. On va voir si je fais. Je médite, oui. Je privilégie la joie au plaisir. C'est pas pareil ça? La joie, le plaisir. Voilà, déjà il y a une nuance que j'arrive pas bien à faire. Alors on va dire, je sais pas. Je pratique la gratitude, oui. Ça je le fais. Je sors les poubelles mentales, oh oui. Je sais pas combien je fais. Bon bref. Je me donne de l'amour, oui. Je me kiffe, vous kiffez, nous kiffons, il vous kiffe. Kiffez-vous, s'il vous plaît. J'arrête d'attendre. Alors ça, moi, j'attends pas. Je fais les trucs avant même limite d'avoir pensé à la suite. Voilà, j'attends jamais. Je fais une seule chose à la fois. Non, 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 non. Ça, c'est pas moi, par contre. Alors là, c'est compliqué. La négativité est une forme de souffrance et j'y réponds avec compassion. Avec compassion? Ah, de la part des autres, peut-être? Quand on voit d'autres gens négatifs, il faut compatir avec eux parce qu'ils sont en train de souffrir. C'est ça qu'il a voulu dire, je pense. Peut-être. Les anti-sèches du bonheur, ce sont 18 principes et pratiques redoutablement efficaces pour diminuer l'impact et la durée de nos pensées et émotions négatives au quotidien. À la croisée des sagesses ancestrales et de la science contemporaine, alors ça, j'adore, oui, je vais le lire. Cette méthode innovante a déjà transformé la vie de milliers de personnes. Avec son style franc et drôle, Jonathan Lehman fait souffler un vent nouveau sur l'univers du développement personnel en nous donnant des clés pour faire de notre mental tyrannique un véritable outil de bonheur. Ça, je kiffe. Moi, j'y travaille énormément sur mon mental, notamment avec tout ce qui est évidemment la loi de l'attraction, qui est une loi relative aux énergies, en fait, hein, une sorte de loi fondamentale de la vie, auquel certaines personnes ne croient pas, mais en fait, ils ne croient pas à la version mystique de la loi d'attraction en mode je demande et ça me tombe sur le coin du nez. Non, sinon on serait tous multimillionnaires au loto, tu vois. Donc c'est pas trop comme ça que ça marche. Mais il y a vraiment des concepts scientifiques derrière la loi d'attraction liés à voilà, la matière, les énergies et tout ce que les pensées, le champ magnétique qu'on a autour et le champ magnétique que nos pensées en fait construit autour de nous et la façon dont les ondes sur lesquelles nos pensées vibrent, qui peut être basses ou hautes, etc. Bref, c'est comme ça que fonctionne un peu la loi de l'attraction. Pour ceux qui la découvrent juste, et c'est très résumé, très mal résumé, mais je vous conseille tellement de vous pencher sur ce sujet parce que c'est passionnant. Et ça a l'air grosso modo de parler, moi ce que j'ai aimé là, c'est à la croisée des sagesses ancestrales et de la science contemporaine. C'est exactement ça, notamment avec la loi de l'attraction ou autre qu'on va travailler, c'est qu'on va apprendre un peu les grands principes fondamentaux, ancestraux, qui sont enseignés dans certains pays plus que d'autres. Et on va les croiser un peu avec ce que maintenant on sait de la science, notamment sur ce que je vous disais, la vibration, qu'on vibre sur une certaine fréquence, les ondes de nos pensées, grosso modo. Bref, et donc alors ça va aller à côté du livre de Guillaume Moubèche sur
sur ma table de nuit. D'ailleurs, j'ai sur ma table de nuit aussi un livre que je vous recommande qui s'appelle Les clés de la maîtrise, qui a une couverture horriblissime, mais enfin que je trouve horrible, mais c'est souvent le cas sur les livres de développement personnel un peu pas connus. Enfin, moi, j'aime pas du tout la couverture. C'est une sorte d'imitation de grimoire, mais du coup, on voit que c'est une imitation et je trouve que c'est pas très... Le rendu est pas merveilleux. Mais voilà, c'est des gens, c'est des vieux, des trucs qui ont, je sais pas, ont à 30, 40, 50, 60 ans. À la base, c'était des cours qui étaient envoyés par le mec qui l'a écrit. Ils envoyaient ça par la poste à l'époque et c'était 24 cours sur 24 semaines qu'il envoyait par la poste à des abonnés, en fait. Et voilà, et c'est des choses comme ça pour aller très profondément dans le développement personnel, plus que on n'est pas sur un roman de Raphaël Giordano, où là c'est quand même plus très c'est très bien, et c'est notamment ce que moi j'ai dans mon roman, celui-là là, que je vous ai présenté dans le vlog numéro 2, le roman de développement personnel que j'ai écrit. Et en fait, mais ce genre de roman feel good de développement personnel, c'est bien pour quand on est débutant, quand on connaît rien sur un sujet, un peu d'aller mettre un pied dedans. Mais après, une fois qu'on s'intéresse au sujet, ce genre de roman, comme le mien ou comme ceux de Raphaël Giordano, c'est vite très très léger, ça devient plus du divertissement, alors que le genre de livre dont je vous parle, et notamment par exemple aussi du coup celui-là, mais peut-être encore plus l'autre qui est encore plus... Enfin, je suppose encore plus... c'est un vieux truc, quoi. Donc, c'est pas romancé, c'est pas... Voilà. Mais c'est des trucs super... Enfin, moi, je m'en passerai plus jamais. Et je pense que tout le monde devrait faire l'effort de faire ça parce qu'on connaît tous dans notre entourage ou autre des gens qui sont toujours un peu... On les a connus il y a 10 ans, on les revoit 10 ans après, ils en sont au même stade. Dans leur vie, dans leur façon de penser, dans leur... Et moi, une des phrases que je trouve aberrante, c'est quand on te dit... Tu vois, quand tu revois quelqu'un et que quelqu'un va te dire... Oh, mais t'as changé, hein. Et presque sur le ton du reproche, en fait. C'est, t'es plus comme t'étais avant, dis donc, je t'ai connu autrement. Mais les gars, en fait, si vous dites cette phrase, il y a un souci. C'est parce que vous considérez que, en fait, une personne est fixe, qu'elle ne doit pas changer. Mais il y a un vrai souci. C'est-à-dire que, réveillez-vous. Non, ça va pas. Les gens doivent changer. Sinon, si tu n'évolues jamais, entre tes 20 ans et tes 50 ans, 60 ans, 70 ans, t'as raté un truc. C'est sûr, t'as raté un truc. Donc, voilà. C'était pour la petite parenthèse parce que je suis très fan de développement personnel, mais pas, voilà, spécialement de romans, mais plus vraiment des trucs très concrets, très spirituels, presque. Voilà. Bref, donc on passe du coq à l'âne. Non, on va passer peut-être sur celui-là plutôt. Comme ça, on va rester un peu dans la thématique. Lumière sur le yoga. Santé du corps et de l'esprit. Donc ça, c'est un guide pratique qui est un beau bébé. Purée. Souvent, les guides, ils sont petits. Ah, mais c'est parce qu'il y a des photos et tout. Et alors ça, je suis très contente parce que... on le voit? Pourquoi il me tire la langue? Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Non mais... Je m'attendais pas à ça. Comme quoi, j'y connais rien. Et j'ai vraiment envie d'apprendre la Bible du yoga du maître incontesté. Donc, c'est ce monsieur qui apparemment est une référence dans le milieu. Il est beau, le livre. Et alors là, je suis très très contente parce que, pareil, dans ma quête là de développement personnel, bon, depuis des années, etc., le yoga, c'est un truc que j'ai vraiment envie d'apprendre. Notamment parce que moi quand je fais mes séances de méditation, je les fais vraiment allongées, yeux fermés et voilà. Mais je suis très très curieuse parce qu'il y a des gens qui sont ce qu'on va appeler des grands sages finalement, qui pratiquent le yoga et qui l'associent à cette pratique méditative. Et j'ai très envie de comprendre pourquoi. Pourquoi on a... Non mais là, si je fais ça demain, s'il vous plaît, je vous le montre. Il y a des pratiques où, à la base, tu te dis, quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est quoi le rapport entre la contorsion et la paix de l'esprit? Eh bien, il doit bien y en avoir une, parce que beaucoup de grands sages, comme ce monsieur, visiblement, pratiquent le yoga, et c'est pas pour rien. Là, on nous dit... Mais du coup, est-ce que je vais tomber sur des photos comme ça à chaque fois? Parce que j'ai un peu peur, là.
moi, je vais rester coincée. C'est sûr, je vais rester coincée. Non, mais c'est pas le guide du débutant, hein? Bon. Monsieur, si je reste coincée, je vous adresse un DM. Bon, alors, qu'est-ce que ça dit? Avec plus de 600 photographies et de descriptions minutieuses, bah oui, là, je comprends. Cette Bible constitue le guide le plus complet, le plus profond. J'ai fermé, j'ai chaud. Le plus profond jamais écrit sur le yoga, les postures, asanas et les exercices respiratoires. Pranayama. BKS Iyengar, je pense que c'est lui. Ouais, maître de yoga hatha mondialement connu et respecté, nous initie simplement à cette science millénaire qui apporte équilibre physique, mental et spirituel. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. Je veux comprendre c'est quoi le délire entre le yoga, donc des positions du corps a priori, et l'équilibre mental et spirituel qui prend une place très très importante dans ma vie et qui en prendra de plus en plus puisque un esprit sain dans un corps sain, voilà, je pense que ça parle à tout le monde. Étape par étape, il nous aide à atteindre une santé optimale en faisant appel à l'intelligence de notre corps et de notre esprit. Destiné aussi bien aux débutants qu'aux initiés. Ok, ils vont nous dire ça c'est pour les débutants, ça c'est pour les... Parce que là, si tu me mets une jambe derrière la tête, je vais rester bloquée. Hein. Ça, c'est pas un débutant par contre, j'espère. Par exemple. Bon, on verra. Si vous ne me voyez plus sur YouTube, c'est que je suis bloquée sur mon tapis depuis 8 jours. Aussi bien aux débutants qu'aux initiés, lumière sur le yoga vous aidera à trouver force et souplesse, à augmenter votre concentration, votre vitalité et votre volonté pour vous épanouir sur tous les plans. Traduit de l'anglais. Ça me fait halluciner les prix. Voilà, ça n'a rien à voir, mais 9,50 € par rapport au prix des livres ici, c'est rien du tout. Quand je vois les prix ici, je me dis purée, mais qu'est-ce que je vous envie d'être en France et de payer vos livres rien. Bon, maintenant, j'ai de la chance parce que là, j'en reçois quand même beaucoup qui sont des cadeaux, n'est-ce pas? Mais quand je vais à la librairie et que je veux m'acheter un livre, j'ai les yeux qui saignent. Bon, enfin, c'est une autre histoire. Ensuite, on a Nueve Cuatro. Nueve Cuatro de Nicolas ou Nicolas, je pense. La Querrière par le... Ah, j'ai fait comme les vieux. Vous savez quand ils font ça? Oh non. Par le co-scénariste de la série Validé. Connais pas moi Validé? C'est quoi? Vous connaissez? Putain, j'ai fait comme les vieux en mode... J'ai pris un recul. Oh purée, en plus je l'ai filmé en live. HarperCollins Traversée. Et là, il y a Wagram Livre. Ça ressemble pas à un truc de livre audio, ça? Un logo de livre audio. Alors, qu'est-ce que c'est? Qui connaît le 9-4? Ah, le 9-4, le 9-4, quoi. Le 94, en France. Je pense que c'est ça. Nueve Quattro. Ah oui, c'est peut-être ça. Nueve Quattro, 9-4. Qui connaît ceux qui y vivent et y survivent? Et surtout, qui connaît son miroir inversé? Le 9-4, dans le 9-4, le Nueve Quattro. Putain, je suis déjà perdue. Qui connaît le 9-4? Qui connaît ceux qui y vivent et y survivent? Et surtout, qui connaît son miroir inversé? Le 9-4 dans le 9-4, le Nueve Quattro. Un pays des merveilles peuplé de paumés, de cramés, de caïds, de macs, d'animaux sauvages et de toutes les histoires extraordinaires qui vont avec. Eh ben, parmi eux, Henri, comptable à la retraite, qui a perdu sa moitié de... Quoi? Qui a perdu sa moitié, puis un orteil pour cause de diabète. Sa moitié, puis un orteil. Il compare, il a perdu sa moitié avec il a perdu un orteil. Genre, c'est la même échelle. Son quotidien ressemble à un long fleuve tranquille jusqu'au jour où sa voisine Clara disparaît des radars. Suleiman, recouvreur de dettes à la petite semaine... Je sais pas ce que ça veut dire. Recouvreur de dettes à la petite semaine, je sais pas ce que ça veut dire. Rêvait de devenir flic. Chercher cette fille, c'est ce qui lui manquait pour relancer son cœur au ralenti. Brahim, enfin, boss du Nueve Quattro. Point. Je comprends pas la phrase. Chercher cette fille, c'est ce qui lui manquait pour relancer son cœur au ralenti. Point. Brahim, virgule, enfin, virgule, boss du Nueve Quattro. Point. Vous comprenez ce que je dis? Je
comprends pas l'enchaînement de la phrase. Souleymane, virgule, recouvreur de dette à la petite semaine, virgule, rêvait de devenir flic, point. Chercher cette fille, virgule, c'est ce qui lui manquait pour relancer son cœur au ralenti, point. Brahim, virgule, enfin, virgule, boss du Nuevo Quattro, point. Là, il y a une suite de phrases, normalement, non? Non, d'accord, bon. Son règne semble éternel, mais il commence à perdre la tête. Mettre sa ville à feu et à sang sera son dernier coup d'éclat. Genre, c'est Brahim, enfin. Genre, il nous présente un autre personnage, je pense que c'est ça. Tous n'ont pas la démesure de vouloir imprimer l'histoire. Pourtant, avec cette disparition, chacun va vivre sa grande épopée. C'est quoi le rapport entre Henri, le comptable qui a perdu un orteil, Souleymane, le recouvreur de dettes à la petite semaine qui voulait devenir flic et qui va essayer de la chercher, et Brahim, le boss du Nuevo Quattro, dont le règne semble éternel, mais qui commence à perdre la tête. Bon, j'ai l'impression que ça ressemble à une sorte de puzzle où les pièces vont s'assembler et au début on ne comprend pas pourquoi. Et on nous parle de ces gens différents, non? Odyssée noire et conte urbaine empreinte d'une folle humanité, Nuevo Quattro offre une vision de la banlieue à nul autre pareil. Une nouvelle voie explosive est née. Quand j'ai dit explosive, ils ont pété l'immeuble. Je ne sais pas si on a entendu le boom, s'il faut la caméra, elle a tremblé. Alors, eh ben, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec ça. Ça m'a l'air très atypique et donc, évidemment, je suis toujours curieuse. Ensuite, on a Après le monde de Antoinette Richner, un excellent roman remarquable à plus d'un titre. Un excellent roman remarquable à plus d'un titre, c'est François Busnel de la Grande Librairie qui dit ça. Donc c'est sa recommandation. Youp. Alors c'est quoi? On voit des montagnes, des sapins, un coucher de soleil, des oiseaux et il y a deux visages là devant, en pointillé. Alors là, c'est roman francophone. L'autre, il n'y avait pas marqué. Non. Roman francophone. Après le monde. Novembre 2022. Un cyclone d'ampleur inédite ravage la côte ouest des États-Unis. On est en quelle année? 2022? Putain, je sais jamais en quelle année. On n'est pas en 2023? Non, 2022. Oui. Novembre 2022, c'est pas passé. Aïe, aïe, aïe. J'aime pas quand les dates sont pas passées parce qu'on se dit, imagine, il a raison. Imagine, il s'est pas trompé. Donc, un cyclone d'ampleur inédite ravage la côte ouest des États-Unis. J'espère que Donald Trump s'y trouvera. Ça va, blague à part, blague à part. Les compagnies d'assurance font faillite, la finance américaine s'effondre, entraînant dans sa chute le système mondial. Oui, tu m'étonnes. Plus d'argent disponible, plus de sources d'énergie, des catastrophes climatiques enchaînent, plus de communication. En quelques mois, le monde tel que nous le connaissons est englouti. 8 ans plus tard, les rescapés tentent de survivre dans une société condamnée à réinventer ses propres logiques, parfois au prix de la barbarie. Deux femmes à la veillée racontent cette épopée de l'humanité. Saura-t-on inventer au cœur du désastre d'autres façons de vivre ensemble et d'habiter le monde? Un roman visionnaire et inspirant autour des questions environnementales devenu incontournable. Alors ça, j'ai trop envie de le lire. Parce que, je me rends compte que vraiment tous les romans en mode fin du monde et comment qu'est-ce qu'il y a après? En ce moment, ça me fascine un peu. Parce que, vous savez, tout ce qui est dystopie et comment serait le monde s'il n'était pas comme il est aujourd'hui? Est-ce qu'il serait pire, moins bien, mieux? Bof. C'est un truc qui me fascine assez. Parce qu'on sait ce qu'a été le passé, mais on ne sait pas ce que sera le futur. Et voilà, j'ai toujours envie de savoir évidemment comment ça sera demain. Et on ne vit pas 350 000 ans pour le savoir, mais... Un roman coup de poing qui laisse un goût de caresse. Pablo Sévigné. Une épopée lumineuse sur la fin du monde. Le récit d'une humanité riche condamnée à la sobriété. Passionnant. Ouest France. Et encore 7,40 €. 45 $ au Canada. Non, je regarde pas quand même pas. Mais au moins 13 ou 14 ou 15 $ au Canada. Un truc du style, j'en suis sûre. Alors bon. Alors, ensuite on a André Manoukian qui nous dit sur les routes de la musique à la recherche des notes qui s'aiment. Ouh, ça sent la biographie, non? Document, il y a marqué. Catégorie document. Savez-vous que Pythagore a créé la gamme à 12 notes en s'inspirant des pyramides d'Égypte? Mais Pythagore, ça n'a rien à voir. Pythagore, quoi. Le mec que je pouvais pas me saquer en cours de maths, quoi. Pythagore.
Il a créé la gamme de 12 en s'inspirant des pyramides d'Égypte. Je vous ai dit que je ne comprendrais jamais ce mec Pythagore. Comment on ne comprend pas ce qu'il fait, lui. Que Leloup est l'inventeur du chant choral. Ou que Bach brillait pour ses battles d'impro. Bach faisait des battles. Ah bah tiens donc. J'aurais bien aimé voir ça. À travers 40 chroniques, André Manoukian retrace une histoire fascinante et méconnue de la musique. Un art qui puise sa source en Orient dans le raffinement des civilisations indiennes, perses ou égyptiennes. Ah ouais? Mais non. Ces influences ont irrigué la musique occidentale qui évolue au fil des siècles sous l'impulsion de personnages extraordinaires, musiciens, penseurs, religieux ou scientifiques. Des instruments préhistoriques au chant des planètes, des philosophes antiques au rap. André Manoukian nous invite à cet art et nous dévoile par touches les petites histoires qui ont fait la grande musique. Mais c'est génial! Mais c'est génial! Oh là là! Alors là, j'ai bien envie de lire ça. Il y a des petites illustrations auxquelles seuls les musiciens vont comprendre quelque chose. Et du coup, il parle de rap derrière, ça me fait penser à Nouvelle École. Enfin, ici, ça s'appelle Nouvelle École au Québec parce qu'ils traduisent tous les titres, mais je sais pas si en France ça s'appelle comme ça. Je pense que oui, parce que je les ai entendus dire Nouvelle École, Nouvelle École. Et j'ai adoré cette... Je regarde pas de télé-réalité parce que je déteste, vraiment. Non. Enfin, c'est pas la télé-réalité que je déteste, parce qu'il va y avoir Star Academy qui va reprendre, et là, t'es sûr que je le regarde. Mais les télé-réalités en mode les Marseillais, les machins... Voilà. Ne me jugez pas, je ne vous juge pas, mais alors vraiment, je ne peux pas aller voir. Mais par contre, j'ai regardé la télé-réalité Nouvelle École sur Netflix. J'ai trouvé ça trop cool. Et j'étais très contente d'ailleurs du gagnant. Je ne vais pas le dire au cas où que vous ne l'ayez pas vu. Mais j'ai adoré le gagnant. J'ai adoré son dernier show. Il était super. Bref, donc du coup, ça me remettrait dans l'ambiance entre le visionnage de Nouvelle École, que j'ai fini. Puis je me mets ça au milieu, je lis ça. Et après, j'enchaîne avec la Starac. Oh, la Starac! Je crois que c'est Nikos aussi qui va le présenter. Je crois, hein. Oh, mais ça, c'est trop génial. La Starac dans le même château et tout. Ça va me faire revivre mes années de mes 9-10 ans. J'ai trop hâte. Et le dernier, avec une sublime couverture, c'est Jean-Jacques de Karine Hazan. Une fiction drôlatique à la recherche de Goldman perdu dans les rues de Marseille. Ah oui, je me rappelle, j'ai lu ce résumé du coup aussi. Celui-là, je sais qu'il est dans les romans à gagner, ça c'est sûr. 7 €, même pas cher. Et quand je vais revenir en Europe, je vais tellement tout trouver pas cher par rapport à ici. Enfin, quoique les prix ont augmenté. Mais ici aussi, alors c'était déjà très cher et ça l'est encore plus. On adore. Enfant des Stones et de Bowie, elle n'aurait pas dû s'enticher d'un chanteur de variété française. Envers et contre tous, Goldman est pourtant resté l'idole de son adolescence. En même temps, on comprend, Goldman, c'est le boss. C'est le boss des boss. Le frère, l'oncle, l'ami venu animer sa vie intérieure, donc Goldman. Comme tous les fans, elle s'est sentie incomprise, possessive, torturée. À bientôt 44 ans, l'âge où l'on s'accepte, Karine H, scénariste fraîchement établie, mais Karine H, c'est l'autrice. Karine Hazan. Karine H, scénariste fraîchement établie dans la cité phocéenne, s'est donné pour mission de rencontrer Jean-Jacques Goldman, son dieu intime, et de filmer cette quête, car Marseille, ville rugueuse de son exil tardif, abrite, dit-on, je comprends pas cette phrase, ville rugueuse de son exil tardif, je sais pas ce que ça veut dire, abrite, dit-on, son chanteur préféré, et c'est pour elle providentiel, de la corniche au palais Longchamp, une traque burlesque, tendre et poétique, qui va conduire une femme à aller au bout de ses rêves. J'irai au bout de mes rêves. Vous croyez que j'avais pas compris l'allusion ou quoi? Et qui sait si cette dernière ne finira pas par apprivoiser sa propre histoire. Trop chouette! Un récit drôle et enlevé sur ce que cela signifie d'être fan. Eh ben, moi je suis fan de Guillaume Moubèche, voilà, on changera de titre. Je suis fan des entrepreneurs, moi. Mais comme je disais, ça reprend ce que... Oh là là, mais ça fait une super transition avec ce que je disais au début. Il y en a qui sont fans de chanteurs, et ben moi je suis fan d'entrepreneurs, voilà, chacun son truc. Donc j'ai fini pour les livres que je devais vous présenter. Ce vlog va durer 4h30, ça fait déjà 49 minutes, je pense que j'ai filmé quasiment autant hier, et j'ai pas encore filmé la fête du Canada. Je vous remonte ça juste pour vous dire que j'avance, voilà, j'ai lu ça. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir mes précédents vlogs, parce que je vous en ai parlé 2 fois. Donc je ne vais pas vous en reparler plus là, mais j'avance et j'aime toujours autant.
Et ensuite, hier, j'ai lu 3 livres dans la même journée. Veuillez pardonner cette interruption de votre programme. Je suis la Angeline du futur. Pardonnez aussi le bruit du vent. Nous sommes dimanche soir. Et comme ce vlog avait duré trop longtemps, eh bien, j'ai coupé cette partie 2 et il y aura donc une partie 3 où je vais vous montrer quels sont les 3 livres que j'ai lus le samedi. Oui, c'est-à-dire là où vous vous êtes arrêté dans ce vlog. Et vous allez savoir si je suis allée à la fête du Canada, qui n'est pas vraiment la fête du Canada, mais la fête des Premières Nations, ou non. Voilà. Regardez la partie 3 de ce vlog pour avoir le point lecture, suivi de peut-être, ou pas, mais peut-être, ou pas, les images des Premières Nations. À toutes dans la partie 3.